Ok, bonjour à tous. Donc on revient pour finir cette partie sur la régression logistique. Donc j'ai deux petits points que je voulais aborder pour finir cette section. Le premier, c'est pour reparler un tout petit peu d'analyse discriminante, donc qui est un vieil outil qu'avait proposé Fisher dans les années 30, et revenir un petit peu aussi sur la courbe ROC, donc qui est un outil assez pratique pour juger la pertinence la qualité d'un classifieur, donc d'une régression logistique. Okay, donc on verra un petit peu plus de métriques plus tard, mais dans le cadre de la régression logistique et de la classification, on a ce petit outil qui est assez visuel et qui permet de voir comment se comporte un petit peu le classifieur, donc notre régression logistique. D'accord, donc on n'aura pas de mesure de type R2, ce genre de choses, mais on a quelque chose, je trouve, d'un peu plus puissant qui est cette courbe ROC. Ok, donc j'essaie de basculer sur mes slides. Donc, dernière série de slides sur la régression logistique, en tout cas pour l'instant. Donc, une série en deux parties, analyse discriminante et courbe ROC. Donc, je vais commencer par présenter un tout petit peu l'analyse discriminante. Donc, l'analyse discriminante, c'est une technique qui avait été proposée par Fisher. Pardon, désolé, je m'étais trompé de slide. Donc, ça avait été proposé par Fisher et ça s'adapte assez facilement à un cas où on a plusieurs modalités. Donc, nous, on le fera essentiellement dans le cas 0,1, dans le cas où on a deux classes possibles. Mais en fait, je peux le faire très généralement dans le cas où on a plusieurs classes. La seule chose, c'est que la manière dont c'est construit, c'est qu'on n'essaye pas de trouver la probabilité d'appartenir à une classe, c'est qu'on essaie de faire une prévision directement sur la classe. Okay, donc, autant auparavant, on calculait cette probabilité de valoir 1, autant là, on veut savoir est-ce que cet individu il va être de type 0 ou est-ce que cet individu va être de type 1. Donc, on va directement travailler sur ce Y chapeau. Okay, donc, on va essayer de trouver une classe. D'accord. Donc, pour ça, comment on va faire indirectement, on va faire des calculs de probabilité, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette classe. Et donc, on va se dire, je vais tout simplement regarder l'endroit où j'ai plus de chances d'être. Okay, donc, si jamais j'ai plus de chances d'être de type 1, dans ces cas-là, je vais prédire un 1. Si jamais j'ai plus de chances de prédire un 0, on va retenir un 0. Et l'avantage, c'est que cette méthode, elle peut se généraliser à plusieurs classes pour dire, si jamais j'ai 5 classes possibles, j'irai dans la classe de la majorité. D'accord. Donc, on va essayer d'estimer la probabilité d'appartenir à chacune des classes et on affectera dans la classe la plus probable. Okay. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut aller un tout petit peu plus loin, moyennant une hypothèse. C'est que pour le moment, ce qu'on a, c'est cette probabilité d'appartenir, d'être dans la classe Y conditionnellement à ces X, mais si jamais je connaissais la loi de mes X conditionnellement à mes Y, dans ces cas-là, en fait, je pourrais faire utiliser la formule de Bayes et faire des calculs explicites de ces probabilités-là. Et c'est l'idée qu'avait eu Fisher en disant, peut-être que je peux me placer dans le cas où je connaîtrais ces lois conditionnelles. Donc, en fait, en utilisant la formule de Bayes, on peut montrer que c'est rigoureusement équivalent à résoudre ce problème-là. Et donc, on peut réécrire tout simplement cette probabilité en Y. Okay. Je vais tout simplement dire que c'est la probabilité conditionnelle en X, sachant Y, multipliée par la probabilité d'être dans la classe Y. Alors ici, ce serait plutôt une proba conditionnelle en X, okay, multipliée par la proba a priori en Y, divisée par la probabilité en X. Okay. Donc cette probabilité-là, elle ne m'intéresse pas trop pour l'instant. Donc ce que je vais dire, c'est que je vais juste regarder cette probabilité ici, okay, qui en fait peut être simple dans certains cas. Et en particulier, on verra ce que propose Fisher, c'est de dire on va supposer qu'on a des lois conditionnelles qui sont gaussiennes. Donc on va supposer que les X sont gaussiens. C'est juste que je n'ai pas les mêmes lois normales dans le cas des 0 et dans le cas des 1. Okay. Donc on va supposer, effectivement, c'était une hypothèse qu'on faisait implicitement depuis le début, qui était que les lois conditionnelles des X conditionnelles au Y n'étaient pas les mêmes. C'est ce que je disais quand je disais qu'on pouvait faire des box plots pour les variables continues. Donc on peut regarder quelles sont les variables qui sont influentes. Je ne l'ai pas fait dans le cas du Titanic, j'aurais peut-être dû, mais en fait on peut regarder les lois conditionnelles des variables X, sachant les classes. Okay. Si jamais les lois sont différentes, c'est que la variable est intéressante parce qu'elle est sûrement corrélée et peut être utilisée comme variable prédictive. Mais le point est de dire, on peut réinterpréter cette proba conditionnelle qu'on calcule depuis quelques slides en une version interprétée dans l'autre sens. Okay, ça paraît un petit peu tordu, mais on verra que ça peut être intéressant. Alors, je mets des probas parce que ça reste une formule de base, mais en fait, les X, a priori, on va les prendre comme étant continus. Donc, en fait, on va se ramener à des densités. Okay. Et c'est ça qu'on va essayer de calculer. Donc, dans le cas où je me ramène uniquement à ce cas 0,1, en fait,
ce classifieur qu'on essaie de construire, c'est quoi? C'est juste basé sur l'espérance de Y. Okay, je vais juste te dire, bah, si jamais j'ai plus de chances, donc si ma proba dépasse 1,5, je vais prédire un 0, bah, je vais prédire un 1, et si ma proba est plus petite qu'un 1,5, je vais prédire un 0. Okay, donc ça va être l'idée de base de ce modèle. J'ai un petit problème ici. Voilà. Donc en fait, cette valeur que je viens de présenter, en fait, elle va nous intéresser parce que c'est la frontière qui va séparer l'espace. Okay, donc on le verra quand on aura éventuellement deux variables, x1 et x2. Okay, cette frontière-là, donc qui va être l'endroit pour lequel je suis en fait indéterminé. Okay, bah, il va nous intéresser énormément parce que en particulier, on l'a vu dans la régression logistique, c'est qu'on est toujours parallèle à cette frontière-là. Okay, donc ça, c'est le cas où on est égal à 1,5. Donc c'est dans le cas où je suis indéterminé. Puis tout d'un coup, on dira, bah, cette partie-là, ça correspondra à mes 1, et cette partie-là correspondra à mes 0. Okay, donc on va essayer de séparer l'espace en deux. Donc le but, encore une fois, n'est pas forcément d'avoir des probabilités, mais c'est juste de séparer l'espace en deux. D'accord, donc ce qui peut être un problème assez classique dans plein d'applications. Ok, donc c'est ce qu'on appelle la frontière de décision, et on se demande à quoi elle ressemble. D'accord, donc Fisher a fait deux choses. Un, il a fait une hypothèse pour construire ce modèle, et en particulier, son hypothèse est de dire qu'en fait, on a des lois qui sont des lois normales. Okay, et ce qu'a montré Fisher, c'est que sous cette hypothèse-là, on peut avoir la forme de cette frontière de décision. Et le point important, c'est que si jamais je n'ai pas les mêmes variances ici, dans ces cas-là, on aura une frontière qui soit quadratique. Mais le point intéressant, c'est que si jamais les deux variances sont égales, dans ces cas-là, on va avoir une frontière linéaire, et en fait, il s'avère que c'est très très proche de ce qu'on fait avec une régression logistique. Donc c'est un peu l'idée des 4 slides que je vais présenter maintenant, c'est de vous donner en tout cas les formules qui permettent de faire le lien entre cette approche qui paraît un petit peu exotique, qui a été proposée en fait historiquement à la même époque, je pense, que Bliss quand il a introduit la régression logistique, mais qui donne en fait des choses très 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 semblables. Donc ça donne encore plus de poids, j'ai envie de dire, à cette régression logistique, parce qu'en fait, elle est un petit peu derrière cette approche exotique de Fisher qui repose, je trouve, sur quelque chose de très très fort, qui est, je suppose que je connais mes lois conditionnelles de mes x, et ça reste fort comme hypothèse. Enfin, on a rarement des observations x qui sont gaussiennes. Okay. Il suffit de revenir à l'âge qu'on traitait juste auparavant. L'âge n'est pas vraiment une variable gaussienne, en particulier dans les passagers du Titanic. Anyway, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais je suppose que j'ai deux lois normales, okay, donc pour les personnes qui ont survécu, j'ai une certaine loi normale. Pour les autres personnes qui n'ont pas survécu au naufrage, j'ai d'autres lois normales. Donc on peut penser à l'âge comme variable explicative. Et ce qu'on peut montrer, c'est que ma fonction qui me permet de faire ma classification, donc qui me permet d'attribuer le 0 ou le 1, donc c'est-à-dire une fois que vous avez un individu avec des caractéristiques x1 et x2, c'est de dire est-ce que je vais être dans la région des 1 ou la région des 0, elle va s'écrire sous cette forme-là. Donc on va regarder ce ratio des probabilités a priori, ce qui correspondra en fait aux fréquences empiriques, et un ratio de ces fonctions de variance. Okay, et on a autre chose qui va intervenir, c'est en fait la distance par rapport aux moyennes. Okay, donc je vais me demander en gros, est-ce que je suis plutôt proche de la moyenne des 0 ou plutôt proche de la moyenne des 1. D'accord, donc on va faire intervenir une distance par rapport aux variantes. Donc c'est se dire, si ce point-là, il est plus proche de la moyenne des individus de type 1 que de la moyenne des individus de type 0, j'ai plus de chances quelque part d'être vers ces individus de type 1. Mais la distance, elle est un petit peu tordue, essentiellement parce que on fait de la stat, et en stat, on n'aime pas trop la distance euclidienne, essentiellement parce que les observations, ils ont une variabilité plus ou moins grande. D'accord, donc la distance classique en stat, c'est plutôt la distance de Mahalanobis, qui consiste à dire que je vais corriger par la dispersion et par la variance. Okay, donc la distance, c'est pas x moins la moyenne conditionnellement à mes x, enfin pas conditionnellement à mes y. Okay, donc la distance par rapport à la moyenne des 0 et la distance par rapport à la moyenne des 1, donc c'est pas cette x moins mu transposé x moins mu. D'accord, je vais intercaler cette variance. Okay, donc je vais diviser par la variance pour récupérer quelque chose qui va dépendre de la variabilité. Voilà. Donc c'est ça qui est utilisé ici, et quand on va un tout petit cran plus loin, donc si jamais je regarde ce qui se passe, si jamais je suppose que j'ai mon modèle gaussien avec deux variances qui sont différentes, on peut expliciter cette frontière. Okay, et ce qu'on observe, c'est qu'on a quelque chose qui est quadratique en x. Okay, donc ça, c'est la fonction que je peux récupérer. Alors on a une fonction qui doit être QDA,
un Quadratic Discriminant Analysis sous R, qui permet de récupérer cette courbe-là. Et là, c'est la courbe qui va me séparer. Donc, j'ai une dizaine de points. Donc, j'ai des points rouges et des points bleus que je veux discriminer. Je veux savoir si un nouvel individu, est-ce que je le mets dans la catégorie des rouges ou la catégorie des bleus. Ce que nous dit l'approche de Fisher, c'est de dire, si jamais on a un individu qui arrive dans cette région qui se trouve ici, on va plutôt le prédire comme étant bleu. Et si jamais je suis dans la partie du haut, je vais plutôt le prédire comme étant rouge. Donc, l'approche de Fisher nous donne une solution qui est quadratique si jamais je suppose que je n'ai pas les mêmes fonctions variance ici. Mais en fait, et c'est le point auquel je vais arriver maintenant, c'est que si jamais je suppose que j'ai la même variance, donc c'est dans l'article initial de Fisher de 1936, ce qu'on peut montrer, c'est que la frontière discriminante, elle est très exactement là. Et cette fois-ci, elle devient linéaire en X. Donc, on voit apparaître cette matrice sigma, donc qui est la matrice de variance de mes X à l'intérieur de chacune des classes, donc qui est supposée être la même, et que je multiplie par la moyenne des X ou la moyenne de mes observations conditionnellement à X égale 0, conditionnellement au fait que X est égal à 1. Et dans ce cas-là, j'obtiens quelque chose qui est cette droite de régression. Donc, pour ceux qui veulent jouer, je pourrais vous mettre les codes pour refaire la régression logistique. Et ce que vous verrez, c'est que c'est quasiment la même droite. À epsilon près, c'est vraiment la même droite qui apparaît. Donc, en fait, ce que raconte l'analyse discriminante de Fisher, c'est très, très proche de ce qu'on avait quand on faisait une régression logistique. Et l'interprétation, elle est très, très simple. En fait, on peut le faire ici. C'est que donc cette probabilité, ce ratio des probabilités, qui est en fait tout simplement la cote qu'on calculait depuis tantôt, le logarithme de la cote, il s'écrit tout simplement avec cette fonction delta que je viens de présenter. Et ce qu'on observe, c'est qu'on récupère ce x. Ici, j'ai mon coefficient bêta. Donc, ce n'est pas exactement celui qu'on a avec la régression logistique parce que, encore une fois, pour la régression logistique, on n'a pas de forme fermée pour ce bêta, alors qu'ici, je l'ai. Et ici, j'ai un terme constant, donc qui va être mon bêta 0. Donc, je n'ai pas d'estimateur simple pour pouvoir établir de distance entre cette valeur-là et la valeur de mon bêta chapeau obtenu dans la régression logistique, mais on retrouve un modèle qui ressemble à notre modèle de régression logistique, puisque je suis juste en train de dire que le logarithme de la cote, c'est une combinaison linéaire de mes x. Donc en fait, le modèle est le même que celui de la régression logistique. La seule chose qui va changer, c'est la manière de faire l'estimation. Dans un cas, on va faire du maximum de vraisemblance, dans le cas de la régression logistique. Et ici, on a une approche qui est un petit peu différente, qui est presque plus simple, en fait, parce que ce qu'on lui demande juste ici, c'est de calculer la moyenne des X dans le cas des personnes qui ont survécu, la moyenne des X pour les personnes qui n'ont pas survécu, et un estimateur de la matrice de variance-covariance relativement aux classes. Donc, on peut quand même supposer qu'ils ont la même variance, mais dans ces cas-là, on peut faire des calculs simples. Donc, le point est que finalement, cette approche, qui a été en fait assez populaire à une certaine époque, elle a plein de sens et elle se rapproche énormément de notre régression logistique. Voilà. Donc, c'était juste pour insister sur le fait que la régression logistique, elle ne sort pas de nulle part. Elle a beaucoup, beaucoup de raisons d'être et c'est aussi pour ça qu'on continue d'enseigner, je pense, aujourd'hui. OK. On va aborder maintenant un autre point qui est juger la qualité d'un classifieur. Donc, je vais revenir sur le fait que estimer une probabilité, c'est bien, mais il y a quand même un moment où on va passer dans une phase peut-être un peu plus de décision et on va récupérer un Y chapeau. Donc, je ne me contente pas de récupérer ma probabilité. Donc, ça, c'est ce qu'on avait jusqu'à présent avec la régression logistique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va classifier les gens. On va les mettre dans des catégories. Donc, jusqu'à présent, on se contentait de calculer cette proba et on était très content avec ça. Et en fait, dans plein d'applications d'assurance, effectivement, ça suffit parce que les primes les primes pures, en tout cas, sont directement liées à ces calculs de proba. Donc, la proba d'une assurance décès, enfin, la prime d'une assurance décès va être liée à la probabilité de décès, va être une fonction proportionnelle à cette probabilité de décès. Et pareil en assurance auto, la prime d'une assurance auto, c'est lié à la probabilité d'avoir un accident. Donc en fait, d'avoir les probas, ça nous suffit. Je n'ai pas besoin qu'on me prédise qu'il va avoir un accident, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bon estimateur de la probabilité d'avoir un accident. Donc dans pas mal d'applications, ce P-chapeau suffit. Mais ici, on va aller un petit peu plus loin, on va se demander ce qui se passerait si jamais j'essayais de classer les gens. Et la manière assez simple de classer les gens, c'est exactement ce qu'on faisait auparavant, c'est dire si la proba est grande, j'ai plus de chances d'être de type 1, et si la proba est faible, j'ai plus de chances d'être de type 0. Donc en fait, un classifieur assez classique, c'est tout simplement celui-là, qui consiste à dire que Y chapeau, c'est l'indicatrice que la probabilité dépasse un seuil. Donc on va se fixer un seuil.
Un seuil assez classique, c'est 50%, on en parlait tantôt, c'est le seuil à partir duquel je ne sais plus trop si jamais je suis de type 0 ou 1, donc 50% peut avoir pas mal de sens. Okay, et on va récupérer ce Y chapeau. Et donc là, on va se retrouver avec deux choses, et c'est là où on va pouvoir commencer à quantifier des erreurs, parce que pour le moment, on avait une probabilité et on avait des 0 et des 1. Donc à partir du moment où j'ai une probabilité d'observation à 0,1, je commets des erreurs partout. Okay, et les erreurs, elles ne sont pas forcément simples à analyser. C'est que si jamais je prédis que quelqu'un va décéder, donc je le mets dans la catégorie des 1, alors que j'ai qu'une proba à 36%, la différence entre 1 et 36%, elle est relativement importante. Okay, mais ça ne veut pas dire que le modèle était mauvais. D'accord, donc il faut juste se souvenir que les probabilités, ça reste qu'une étape. Parfois, on s'arrêtera là, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais des fois, on veut aller plus loin en termes de type d'erreur. Donc, on va aller classer vraiment les gens. Et là, on pourra parler d'erreurs de mauvaise classification. Okay, donc, je vais avoir ce Y qui prend les valeurs 0,1 et ce Y chapeau qui prend aussi des valeurs 0,1. Et à partir de là, je peux revenir en fait à des choses qu'on connaît qui se fait en théorie de la décision. Donc, en théorie de la décision, je vous rappelle, c'est la théorie des tests. Okay, c'est les tests médicaux, par exemple. On sait que quelqu'un est malade ou n'est pas malade. On lui fait un test. Le test est positif ou négatif. Et dans ces cas-là, on peut commettre des erreurs. Okay, donc, c'est ce qui est résumé dans ce petit tableau de gauche. Donc, la vérité, c'est donc positif. Alors, on va continuer à utiliser la notion de positif, négatif. Nous, on est plutôt sur des approches 0-1. Okay, donc, la vérité, c'est qu'on est de type 0 ou de type 1. Et ce qu'on va prédire, c'est qu'on est de type 0 ou de type 1. D'accord, donc, il y a les gens qui sont vraiment malades. Et le test, il peut se tromper. Il peut prédire qu'une personne malade n'est pas malade. Et au contraire, il peut prédire qu'une personne saine est malade. Okay, donc, on va avoir deux types d'erreurs qui sont commises, qui sont ces deux erreurs-là, qui sont les faux négatifs et qui sont les faux positifs. Okay, en termes de terminologie de décision, c'est ici, j'ai la vérité, qui est que le fait que mon hypothèse H0 était vraie, mon hypothèse H1 est vraie. Okay, et là, j'ai ma décision D0 qui est d'accepter H0. Et l'autre, c'est la décision D1 qui est la décision contraire. Et donc, on peut commettre deux types d'erreurs. Donc, je renvoie là encore aux notions de le alpha qui va être notre probabilité d'erreur de type 1, la puissance qui va être associée à la probabilité d'erreur de type 2, ce genre de choses. D'accord, donc, on a l'habitude de ces petits tableaux de contingence de 2 dans lesquels on compare la vérité, donc le Y, et ce que donne un modèle ou une statistique ou peu importe, qui va être ce Y chapeau. Okay, donc, on a deux types d'erreurs qui sont possibles. Okay, donc, qui sont les erreurs de type 1 et les erreurs de type 2. Et assez classiquement, et là encore, j'envoie à n'importe quel ouvrage qui parle un peu de théorie des tests, c'est qu'on a un arbitrage à faire entre les deux types d'erreurs. C'est que ce n'est pas possible d'avoir les deux types d'erreurs qui sont infiniment petits. Okay, donc, classiquement, en théorie des tests, ce qu'on va dire, c'est que je fixe mon erreur de type 1, donc qui va être alpha. Donc, classiquement, alpha à 5%. Okay, et ce qu'on espère, c'est trouver un test qui nous garantit que l'autre type d'erreur n'est pas trop élevé. Donc, on va essayer de maximiser la puissance, c'est-à-dire de minimiser la probabilité d'erreur de type 2. Okay, donc, on va avoir ce alpha et on va avoir ce bêta. Le alpha, ici, je le considère comme fixé, okay, qui va être petit. Et ce qu'on espère, c'est récupérer celui-là. Donc, celui-là est celui qu'on fixe et celui-là, c'est celui sur lequel le test, la théorie des tests nous permet de calculer la puissance et donc nous permet de garantir que ce coefficient-là ne sera pas trop grand. Okay, mais ce n'est pas possible de construire un test qui serait universellement bon sur les deux et qui nous donnerait des probas relativement faibles sur les deux. Et pour s'en convaincre, il suffit de penser à des tests médicaux. Donc, vous mettez des gens en quarantaine. Okay, vous essayez de mettre en place un test pour savoir si jamais les personnes sont malades ou pas. Ce que vous voudriez, c'est éviter d'avoir des personnes saines dans cette population qui est en quarantaine. Mais d'un autre côté, l'autre chose que vous voulez, c'est aussi éviter que des personnes qui soient malades en sortent. D'accord ? Donc, on a un problème qui est impossible à résoudre. Okay, donc, vous avez deux solutions qui sont soit vous décidez de faire une quarantaine stricte, et dans ces cas-là, tant pis pour les personnes qui sont saines, qui sont à l'intérieur de la zone de quarantaine. Okay, dans ces cas-là, vous sacrifiez une personne, mais dans ces cas-là, vous êtes certain que personne ne sortira. Okay, donc, ça vous permet de garantir qu'un type d'erreur sera rigoureusement égal à 0. Okay, soit au contraire, vous vous dites que condamner des personnes qui sont saines, c'est un coût beaucoup trop élevé. Et dans ces cas-là, vous laissez sortir tout le monde. Et dans ces cas-là, effectivement, vous ne commettrez pas d'erreur sur cette population-là. Par contre, vous en commettrez beaucoup sur les autres. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui seront sorties de votre zone, puisqu'en fait, vous laissez sortir tout le monde. Donc, je peux facilement faire un test qui vous met un 0 dans un, mais ce sera très élevé dans l'autre.
Je peux faire un test qui vous donne un 0 dans un, mais qui sera très élevé dans l'autre, à partir du type d'erreur. Là, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui soit, si possible, petit sur les deux. Et c'est ça qu'on va essayer de contrôler, en fait, quand on va faire les courbes ROC et tous les travaux sur ces tableaux de contingence. Okay, donc, l'idée, c'est de jouer sur cette histoire de trade-off qu'on va pouvoir avoir entre les deux types d'erreurs. Okay, et en particulier, on verra qu'on peut passer très facilement d'une erreur nulle dans une des catégories à l'autre, tout simplement en changeant sur le seuil. Okay, c'est qu'en partant d'un seuil qui vaut 0, je vais mettre tout le monde à 1 et dans ces cas-là, je ne commettrai jamais d'erreur en me trompant, en oubliant des 1. Par contre, si je mets un seuil à 1, dans ces cas-là, je ne vais prédire aucun 0. Et dans ces cas-là, je commettrai non, je vais mettre tout le monde à 0. Et dans ces cas-là, je ne commettrai aucune erreur sur les 0. D'accord? Donc, c'est ça qui se cache derrière les courbes qu'on va construire ensuite. OK. Donc, je vais passer peut-être rapidement sur ce slide, mais il y a toute une terminologie qui existe sur les différentes quantités qu'on peut construire, parce que fondamentalement, ce qu'on va construire, c'est ces tableaux-là. D'accord? Donc, ils sont juste des tableaux de contingence, en fait. On va avoir des personnes qui sont malades, des personnes qui sont en bonne santé. D'accord? Donc, ici, on a un test pour savoir si jamais la personne est malade ou pas. Donc, quand on sera positif, ça veut dire qu'on est malade. Okay? Et dans ces cas-là, on peut calculer différents types de grandeur. Donc, on veut construire des tests qui, si possible, ne fassent pas trop d'erreurs, à la fois dans cette partie-là et dans cette partie-là. J'ai mis un article, un lien vers un article assez intéressant qui parle de recherche de faux positifs, puisque ça a été les grands débats sur les histoires de terrorisme, et de montrer que si jamais vous mettez en place des procédures à l'aéroport pour filtrer les gens basées sur leur visage, vous allez avoir énormément de faux positifs si jamais vous voulez minimiser le nombre de faux négatifs. Donc, si jamais vous voulez absolument éviter de laisser rentrer des terroristes sur le territoire, en contrepartie, vous allez le payer parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être arrêtées alors qu'elles sont innocentes. Donc, il y a plein de débats là-dessus et il y a toute une terminologie qui existe en termes de prévalence, de sensibilité, de spécificité. Je passe un petit peu parce que c'est technique et encore une fois, on ne l'utilisera pas trop. Ce que je veux, c'est arriver essentiellement sur la courbe ROC. D'accord. Donc, je vais juste reprendre le petit exemple en fait, que j'abordais dans mon classifieur de Fisher. Donc, et cet ensemble avec une petite dizaine de points, si je ne m'abuse. D'accord. Donc, j'ai des points bleus et j'ai des points rouges. Okay. Et ce qu'on veut, c'est construire un classifieur. On va construire un classifieur et voir s'il est bon ou pas. D'accord. Donc, celui que j'ai fait, c'est tout simplement ma régression logistique. D'accord. Donc, on retrouve quelque chose. Je vais juste prendre 2 secondes pour revenir là-dessus, mais on retombe sur quelque chose qui est très proche de ce qu'on faisait dans la régression. Hop, c'était juste là. Okay. Donc, si je reviens sur mon analyse de Fisher, on voit qu'on passe par ce petit point. Alors, je crois que j'ai inversé les rouges et les bleus dans mes slides, mais ce qu'on voit, c'est qu'on passe par ce petit point qui est au milieu. Okay. Quand je reviens sur ma courbe, on est juste un tout petit peu au-dessus. Donc, on voit qu'on a quand même quelque chose qui est très, très proche de l'analyse discriminante. Okay. Donc, on revient sur ce que je disais, c'est que les deux sont proches, mais pas identiques. Okay. Mais là, j'ai ma courbe qui coupe à 50%. D'accord. Donc, à partir de là, je vais pouvoir mettre en place ma procédure d'allocation. D'accord. Donc, ici, c'est ma courbe pour lesquelles la probabilité pour lesquelles je prédis des 1 conditionnellement à mes x sera égale à 50%. Okay. Ce que je vais dire, c'est qu'ici, je prédis, alors je ne sais plus si c'est des 1 ou des 0 ici, je pense que ici c'est des 1. Et quand je vais être en dessous, je vais prédire des 0. Donc, une fois que je suis là, je peux construire mon tableau de contingence. Okay. Mon tableau de contingence, on voit qu'on a 4 individus qui vont être prédits comme étant des 0. Okay, qui sont ces 4 individus-là. J'ai une erreur qui est faite ici. D'accord. Donc, cette personne, elle est classifiée comme étant rouge alors qu'elle ne l'est pas. Et dans l'autre partie, qui est la partie supérieure ici, j'ai aussi une erreur qui a été commise. C'est ce point-là qui a été mal classé. Okay. Alors, ce que vous pouvez regarder, c'est que si jamais vous prenez un classifieur linéaire dans ce problème-là, il n'y a aucun classifieur linéaire qui vous donne un modèle parfait. D'accord. C'est que quel que soit le niveau sur lequel je coupe, je vais commettre des erreurs. Donc, je peux avoir un modèle dans lequel je commets aucune erreur de type bleu, par exemple. Celui-là me donne aucune erreur de type bleu. Celui-là me donne aucune erreur de type rouge. Okay. Mais en contrepartie, on voit qu'on commet beaucoup d'erreurs de l'autre catégorie. D'accord. Donc, c'est ça qu'il faut retenir sur ces sortes de classifieurs, c'est que partir de données et les mettre dans des catégories, forcément, ça va se payer. D'accord. Donc, on va commettre des erreurs. Juste pour revenir un peu sur les calculs, donc je reviens sur comment est-ce que je trace cette droite. Cette droite, elle est très facile à obtenir. Si vous voulez essayer de refaire les calculs pour obtenir ces coefficients-là, mais c'est juste noter que
j'ai équiprobabilité quand cette probabilité est égale à celle-là, ce qui revient à avoir cette exponentielle qui vaut 1, c'est-à-dire que la combinaison linéaire vaut 0. Okay, donc en fait, j'ai une courbe très très simple, c'est que cette droite-là, c'est la droite qui va séparer l'espace entre les individus de type 0 et les individus de type 1. Et ce que j'avais évoqué la dernière fois, je pense, en cours, c'est que si jamais j'ai une probabilité ici qui est différente, donc si jamais ma probabilité devient une certaine probabilité P, dans ces cas-là, en fait, ça va juste jouer ici, puisque je vais devoir rajouter une certaine fonction de P. Okay, donc en fait, je vais toujours récupérer des droites qui sont parallèles à celle-là. D'accord. Donc encore une fois, pourquoi? Essentiellement parce que la pente, si je la regarde ici, ma pente, elle est en bêta chapeau 1 sur bêta chapeau 2. Et cette valeur-là, elle est constante. Donc, quel que soit le niveau de mes probas, j'ai toujours la même pente ici. Donc, les courbes de niveau que j'obtiens en faisant une régression logistique sont des droites qui sont toutes parallèles avec exactement la même pente. Okay, donc, on a le classifieur. Okay, donc, à partir de là, je peux faire mon petit tableau de contingence. Donc, c'est un peu ce qui est fait ici. Donc, normalement, si vous regardez les PDF, vous devez l'avoir en animation. Donc, il suffit de cliquer dessus pour le faire bouger. Mais donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on essaie de faire. Donc, la courbe ROC, c'est la courbe de droite, dans laquelle on va avoir les taux de faux positifs. Donc, les taux de faux positifs, c'est cette grandeur-là. Donc, les false positive rate. Donc, c'est la probabilité de prédire un 1 alors qu'en fait, réellement, on avait un 0. Donc, c'est avoir un 0 et un 1, respectivement en Y et en Y chapeau, sachant que mon Y était égal à 0. Donc, on est sur des faux positifs, essentiellement, parce que positif, c'est que mon Y chapeau est égal à 1. Donc, mon test revient positif. Okay, mais ce n'est pas quelqu'un qui était positif, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un qui était 100. Donc, c'était un Y égale 0. Okay. Ici, par contre, je suis sur le true positive rate, okay, donc qui correspond à cette grandeur-là, donc le taux de vrai positif. Okay. Donc, c'est effectivement les positifs, conditionnellement au fait que j'avais des positifs. Donc, ces probabilités-là, c'est la probabilité de classer, donc de dire qu'on est positif, sachant que la personne était positive, alors que celle-là, c'est la probabilité d'avoir dit qu'on était positif, alors qu'en fait, on était sain. D'accord? Donc, c'est ça qu'on essaie de quantifier et c'est ça qu'on va mesurer. Donc, le point est de se souvenir que chacune des quantités correspond à un tableau de contingence. Donc, comment est-ce que je récupère ce tableau de contingence? Je l'ai à partir de la courbe de gauche. Donc, la courbe de gauche, ici, je représente mes probabilités P chapeau. Ici, je représente mes Y. Donc, on sait que les Y, ils sont soit en 0, soit en 1. Mes probabilités, par contre, elles sont entre 0 et 1. D'accord? Donc, c'est toutes ces valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. J'ai dit qu'on prenait un seuil. Donc, mon seuil, il est ici. Oups. Donc, j'ai mon seuil qui se trouve là. D'accord? Donc, par exemple, ici, un seuil à 20%. Et ce que je vais dire, c'est que si jamais je suis plus petit que 20%, je vais prédire qu'on est de type 0. Okay. Par contre, si mes probas dépassent 20%, je vais prédire qu'on est de type 1. Donc, c'est exactement ce qui est fait là. D'accord. Donc, les personnes qui sont ici, je vais les prédire comme étant des personnes bleues. Okay. Et ici, donc, je vais les prédire comme étant... pardon. Oui, je vais les prédire comme étant rouge. Pas du tout. Je vais les prédire ici comme étant des 0. Alors, je ne me souviens plus à quoi ça correspond, mais ici, je vais les prédire comme étant des 0. Ici, je vais les prédire comme étant des 1. Oui, rouge, ça veut dire que j'ai fait des erreurs. D'accord. Donc, les personnes qui sont là, je les prédis comme étant des 1, mais en fait, ce sont des 0. Okay. Donc, je les prédis à 1 parce que je suis à droite de mon seuil, mais en fait, réellement, c'était des 0, puisqu'en fait, je suis sur cette courbe Y égale 0. D'accord. Donc, ce que j'observe, c'est que sur la partie supérieure, par contre, je n'ai pas commis d'erreur. Okay. Tout le monde a été prédit comme étant un 1 et était réellement un 1. D'accord. Donc, mon tableau de contingence, c'est en fait les 4 valeurs qui sont indiquées ici. D'accord. Donc, j'ai 2 erreurs qui ont été commises ici, 2 bonnes classifications qui ont été observées ici. Donc, j'ai 2 personnes qui ont été prédites à 0 qui sont effectivement à 0. J'ai 2 erreurs ici, aucune erreur là, et 6 bien classées ici. Donc, mon tableau de contingence va s'écrire tout simplement. Donc, ici, j'observe les Y. Ici, j'ai ce que je prédis. Okay. Donc, si jamais je regarde mon classifieur des 0, j'en avais combien? J'en avais, donc c'est les valeurs qui vont se retrouver sur la diagonale, pardon, sur la colonne ici, ce sont en fait les valeurs qui sont là. D'accord. Donc, en fait, je vais récupérer ici 2 personnes qui étaient bien classées en 0, que j'ai prédites en 0. Par contre, j'ai commis 2 erreurs là. Et ici, j'ai 6 personnes qui ont été bien classées et 0 là. D'accord. Donc, j'ai commis en tout 2 erreurs sur une dizaine de personnes. Okay. Donc, si jamais je fais des calculs maintenant de mes faux positifs et de mes vrais positifs, ce qu'on peut montrer, c'est que les vrais positifs
bah, j'ai 100% de vrais positifs. C'est que les personnes qui ont été prédites à 1 sont effectivement des 1. Et par contre, si je m'intéresse aux faux positifs, bah, j'ai commis 2 erreurs sur 4. Okay, donc, je suis à peu près à 50%. Donc, mon point ici, c'est celui qui va correspondre à un seuil qui vaut 20%. Et l'idée de la courbe ROC, c'est de se dire qu'on va faire changer ce seuil et qu'on va voir un petit peu comment ce couple faux positif, vrai positif va évoluer. Donc ici, je prends un autre seuil à 40%. Okay. Quand je prends un seuil à 40%, je me trouve là. Okay. Donc ici, je vais prédire Y chapeau qui vaut 0, Y chapeau qui vaut 1. Okay. Ici, j'ai mes Y qui valent 0, ici, j'ai mes Y qui valent 1. Et donc, on a récupéré là encore notre tableau. Notre tableau, il nous dit que cette fois-ci, on est à 2 erreurs ici, une erreur en haut, 2 erreurs en bas. Okay. Ce qui veut dire que mon taux de vrai positif, bah, on va toujours avoir la même chose au dénominateur. Au dénominateur, c'est toujours ramené sur le nombre de vrais positifs. Donc, le nombre de 1, il est toujours égal à… Pardon, ce n'est pas le nombre de vrais positifs, c'est le nombre, enfin, si, c'est le nombre de vrais positifs, c'est les personnes qui sont de type 1. Okay, donc, c'est toujours 6 et ici, c'est toujours 4. Okay, donc, ici, au lieu d'avoir 6 sur 6, j'ai plus que 5 sur 6. Donc, on est passé de ce point-là à ce point ici. Okay, donc, on est passé de 6 sur 6 à 5 sur 6. Par contre, sur l'autre, ça n'a rien changé. Puisqu'en fait, être entre là ou là, bah, ces observations-là, elles sont toujours bien classées, mais celles-là sont toujours mal classées. On voit qu'il va falloir peut-être atteindre 0,6 pour récupérer cette observation-là. Cette observation-là, elle va être dure à bien prédire. Okay, elle va nous coûter cher. Mais celle-là, on pourrait peut-être la récupérer quand on arrive à 50%. Okay, donc, on est sur ce couple ici qui est à 5 sixièmes, ou plutôt 1 demi et 5 sixièmes, okay, qui me donne ce nouveau point-là. Donc, cette fois-ci, on est avec un seuil qui vaut 40%. Et puis, je continue comme ça. D'accord. Donc ici, je me place avec un nouveau seuil à 60%. Donc cette fois-ci, cette observation-là est bien classée. Ça ne va rien changer là-haut. D'accord. Donc je reste avec mon 5 observations sur 6 qui étaient bien classées. Et par contre, ici, au lieu d'en avoir 2 sur 4 qui étaient mal classées, j'en ai plus qu'une sur 4. Okay. Donc on commence à voir un petit peu ce qui se passe sur cette courbe. C'est qu'idéalement, j'aimerais bien être sur ces valeurs par ici. Donc, j'aimerais bien avoir des taux de faux positifs, de vrais positifs qui sont élevés, puis j'aimerais bien avoir des taux de faux positifs qui sont faibles. Donc, idéalement, on aimerait bien que notre courbe elle soit la plus haute possible. Okay. Donc, on aimerait bien avoir une courbe qui est comme ça, et en fait, c'est ça qu'on va mesurer avec les courbes ROC. On va essayer de construire ces courbes et on va essayer de voir est-ce qu'on est vraiment très, très élevé. D'accord. Donc, on voit qu'un classifieur qui serait par là, bah, ce n'est pas forcément très, très bon. On essaiera de l'interpréter un petit peu par la suite, mais voilà. On commence à intuiter un petit peu les différentes choses. Okay. Ici, donc on a récupéré avec un seuil à 60%. Je pense que j'ai fait… Non, je suis revenu à 40%. Anyway, sur les animations dans les PDF, vous avez différentes valeurs et vous pouvez voir se construire cette courbe ROC. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Okay. Donc, je vous ai fait une petite fonction à la main. D'accord. Donc, il y a cette fonction courbe ROC pour laquelle je vous donne le seuil. Donc, à seuil donné, donc mon seuil, alors, il y a deux manières de faire. Soit je le fais sur la probabilité, soit je le fais sur… je mets une valeur réelle, puis en fait, je ne vais pas travailler sur le résultat de ma régression logistique en termes de proba, mais plutôt sur le état, d'accord, donc sur ma combinaison linéaire des variables explicatives. Je préfère le faire sur les seuils parce qu'on a plus d'interprétation, une interprétation plus simple. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que me renvoie ma régression logistique. Donc, S, ce sera le résultat de ma régression logistique. Okay. Et je vais calculer, donc je vais regarder ce que me renvoie mon… Donc, cette valeur-là, c'est en fait mon Y chapeau. Okay. Donc, si jamais je dépasse le seuil, je prédis un 1. Si jamais je suis en dessous du seuil, je prédis un 0. Après, je calcule mes taux de faux positifs, mes termes mes sommes de mes ratios de vrais positifs. Okay. Donc, j'ai ces ratios-là. Et je renvoie ça en sortie. D'accord. Donc, je mets juste des noms pour faire plus joli dans mes sorties si je veux l'analyser, mais c'est ça que je récupère. Okay. Donc, je récupère tout simplement les deux valeurs faux positifs, vrai positif, donc qui sont en fait les valeurs du couple ici. Okay. Et ensuite, je le fais, donc je fais un vectorize pour pouvoir récupérer plein de valeurs pour plein de seuils différents. Donc, je me prends 251 seuils entre 0 et 1. Okay. Puis, je récupère le vecteur de points, le double vecteur de points pour tous ces différents seuils et je récupère cette courbe-là. Okay. Ici, une courbe en escalier. Donc, les courbes en escalier, ça sera classique quand on a des classifieurs continus. Okay. Donc, j'aurai des ruptures essentiellement quand je vais avoir des nouvelles observations. Donc, dès que tout d'un coup, je récupère une observation en plus, je vais avoir des sauts. D'accord. Donc, c'est exactement la même chose que sur des fonctions de répartition empirique, en fait. Je récupère des sauts dès lors que je récupère des observations.
D'accord? Donc, c'est ce qu'on observe ici. Donc, j'observe des sauts assez réguliers. OK. Euh, et donc, je peux prendre un exemple au hasard. Donc, par exemple, si jamais je regarde ce qui se passait quand j'étais avec mon seuil à 50%, voilà, mon seuil à 50%, j'obtenais cette table-là. Donc, je faisais deux types d'erreurs. OK. Donc, j'avais deux personnes qui étaient mal classifiées dans chacun. Ben, si jamais je regarde ce que me renvoie euh, ma, ma fonction rock curve, je récupère ici 25%. C'est très exactement la valeur qui se trouve ici. Et ici, je dois récupérer 5 sixièmes, okay, qui est la valeur qui se trouve là. Okay, donc j'avais 1 sur 4 ici, et ici j'avais 6 moins 1 sur 6, okay, qui se trouve la valeur qui était la valeur qui était là. D'accord. Donc je récupère mes 4 là. Non, c'est dans l'autre sens, pardon. Mes 4 étaient ici. Et ben non, j'avais bon tout à l'heure. Mais bon, mes 4 ils sont là. D'accord. Ils viennent de là parce qu'essentiellement je raisonne sur les Y qui sont bien classés. Qui sont effectivement des zéros, d'accord, donc que j'avais mis comme étant positifs, mais fondamentalement, c'est des personnes qui étaient saines, alors que sur les 6, ils sont observés là. OK. Donc voilà un petit peu la manière dont on va construire cette courbe ROC. Et la courbe ROC, alors, moi je vous le fais à la main, mais en fait, il y a plein de fonctions pour le faire sous R. Je vous présente juste un package. Si vous voulez, vous pouvez cliquer normalement sur les liens qui se trouvent là. Donc, c'est plusieurs fonctions qui font ça sous R. En particulier, je crois que c'est dans le package PROC où vous avez du bootstrap qui permet d'avoir des intervalles de confiance sur votre courbe ROC. On n'en est pas là. Ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'on peut tracer automatiquement. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, quand vous faites, donc c'est lié à des courbes de performance. On va représenter les true positive et les false positive rate. OK. Et je le trace ici. Donc, c'est la courbe qui va être obtenue là. D'accord. Donc, la courbe ici correspond très exactement à celle qu'on avait faite à la main, mais c'est celle qui est renvoyée par cette fonction. Et en fait, ce qui va être, et c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'une grandeur qui va être intéressante, c'est l'air qui se trouve en dessous. Donc cette aire-là sera une bonne indication du fait que votre classifieur est bon ou pas. Okay. Encore une fois, l'idée, c'est que plus je serai en haut à gauche, meilleur je serai. D'accord. Ça veut dire que j'ai un taux de vrai positif qui est très bon et un taux de faux positif qui est très faible. Okay. Ce qui veut dire que votre classifieur, il marche bien tout le temps. D'accord. Donc en fait, mesurer l'air sous la courbe vous donne une métrique intéressante sur le goodness of it, la qualité de votre classifieur. Okay, donc ici, on arrive à peu près à 87,5%. Okay. Je vous passe les calculs. C'est pour ça que je préfère utiliser un package. C'est que par contre, calculer une aire, c'est un peu tordu. En partie, je l'ai fait sur un billet de blog pour vous montrer comment ça se faisait, mais autant utiliser des fonctions qui existent déjà. Donc l'aire sur la courbe est une métrique qui est beaucoup utilisée pour juger la qualité d'un classifieur. Donc, je vous l'évoque ici. Et de mémoire, je le mets pour un des devoirs. Donc, un des devoirs, je vous demande de tracer des courbes ROC et calculer des AUC, et c'est fait automatiquement avec cette fonction-là. Je peux vous faire d'autres types de classifieurs. Alors, de mémoire, je ne sais plus pourquoi je le... Voilà, c'est celui-là. Je vous propose une autre régression logistique. Okay, donc, pour le moment, on avait fait une régression logistique standard où je régressais sur mes deux variables x1 et x2. Là, je vais faire un truc un petit peu plus tordu, c'est que je vais régresser sur une variable factorielle. Alors, fausse factorielle, parce qu'en fait, je vais juste prendre une indicatrice. Et donc, ce que je vais juste me dire, c'est que si x2 dépasse 50%, alors je le fais en strict... J'ai pris un petit peu plus, parce qu'en fait, sinon, je me retrouve avec... ici, j'ai deux points qui sont très exactement à 50%, donc je me mets un peu au-dessus pour expliquer qu'on va se mettre juste au-dessus, puis je ne veux pas non plus être au niveau de ce point-là. D'accord. Donc, je me mets très exactement entre ces deux points-là, et ce que je vais dire, c'est que je vais prendre un classifieur qui est comme ça. En dessous, je vais prédire rouge, au-dessus, je vais prédire bleu. Okay. Donc, c'est un autre type de classifieur. Alors, j'en parle parce que, en fait, pour ceux qui suivent des cours d'analyse multivariée, c'est ce qu'on obtient quand on fait des arbres de classification. Donc, ces méthodes-là sont quand même assez populaires pour construire des modèles. Okay. Donc, on va juste s'amuser à avoir une variable qui va intervenir et avec un seuil qui va permettre de dire, si je suis en dessous du seuil, je classe dans la catégorie 0 et au-dessus, je classe dans la catégorie 1. Okay. Donc, ça, je peux le voir comme étant une régression logistique sur une variable indicatrice. Donc, c'est ce que je fais ici. Okay. Donc, je fais un GLM avec cette variable-là. Donc, la courbe, j'insiste là-dessus, ce n'est pas la courbe associée à un calcul de probabilité qui vaut 1,5. En l'occurrence, je ne peux pas vraiment l'atteindre de niveau 1,5 parce que j'ai deux niveaux de proba. Okay. Dans cette classe-là, j'ai une probabilité qui est de l'ordre de 40%. Okay. Et au-dessus, j'ai une probabilité qui est de 80%. Si vous voulez, faites les calculs rapidement, mais le 40% vient du fait que j'ai 5 observations et j'en ai 2 qui sont bleues, okay, alors que dans la partie du dessus, j'en ai 4 sur 5.
Okay, donc, on a ces probabilités-là. Donc, en fait, il n'y a aucun endroit où je prédis une proba à 50%. Okay, j'ai une discontinuité au niveau de ma probabilité, mais ça vient du fait que j'ai cette fonction indicatrice. D'accord? Donc, si je régresse sur une variable indicatrice, forcément, j'ai un modèle non linéaire. Voilà. Donc, c'est ce qu'on observe ici. J'ai 2 niveaux de probabilité. Et donc, j'ai aucun endroit où ma proba est à 50%, ou si vous voulez, elle est quelque part derrière cette courbe-là. D'accord? Donc, c'est ce qu'on observe là. Là aussi, je peux faire mes graphiques de construction de tableau de contingence, okay, tout simplement en mettant ici mes P chapeaux, et ici en observant mes Y. Mes Y qui valent soit 0, soit du 1. Et quand je regarde mes prédictions de probabilité, ben en fait, j'ai que 2 niveaux. Soit j'ai 40%, soit j'ai 80%. Donc mes points en fait sont concentrés dans ces 4 points qui se trouvent là. Et en fait, ma courbe ROC, elle va être un petit peu particulière parce qu'en fait, ce qu'on peut montrer, alors, en l'occurrence, quand je mets un seuil à 50%, je récupère 2 erreurs à 4, donc je commets beaucoup d'erreurs avec ce modèle-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on observe ici. Hein. Ici, j'ai 2 erreurs qui ont été commises, ici j'en ai une. Alors je ne sais pas pourquoi j'arrive à 2 et 4. Oui, il doit y avoir une erreur dans ce tableau-là parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Bon, bah, je refais le calcul de ce tableau-là. Normalement, on a 10 individus à classer, donc la somme de tout doit être égale à 4. Donc c'est pas possible qu'on ait autant d'erreurs. Okay. Allez, je vais le tenter. Ici, on a 2 personnes qui sont les 2 personnes qui sont là. Ici, j'en ai a priori 3. Ici, j'en ai a priori 4. Et ici, j'en ai a priori 1. Okay. Donc les erreurs qu'on commet, c'est plutôt 3 et 1. Okay. Donc on a 4 erreurs, alors que tout à l'heure, on arrivait à 2 erreurs. Donc on voit que le modèle global de régression logistique était quand même meilleur. Okay. Et donc c'est ça qu'on observe. Donc si jamais j'essaie de construire la courbe ROC, on a quelque chose d'un tout petit peu particulier, c'est cette courbe-là. D'accord. Donc si jamais je regarde ma courbe ROC, bah, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a cette valeur qu'on trouve, qui est celle qu'on avait au tableau. Mon tableau, cette fois-ci, est bon. Donc avec mon 2 et mon 1. Okay. Donc ce qu'on observe, c'est qu'ici, on est très exactement, je pense, à un quart, pardon. Donc on a 25%. Et ici, on doit être à 4 sur 6, peut-être. Donc c'est-à-dire 66%. Okay. Donc on a ce point-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'entre les deux, donc on n'est plus en escalier, par contre, on a des fonctions linéaires. Alors ça, c'est les fonctions linéaires, en fait, c'est un truc un petit peu particulier. C'est que là aussi, j'avais une fonction. Je ne vous ai jamais expliqué ce qu'était la courbe en bleu que j'avais faite ici. Cette courbe-là, c'est celle qu'on appelle le classifieur aléatoire. C'est-à-dire que au lieu de construire un modèle, vous tirez des pièces à chaque fois. Donc vous vous contentez de prédire des 0 et des 1 de manière complètement aléatoire, mais dans ces cas-là, vous allez récupérer cette courbe-là. Là encore, j'avais fait un billet sur mon blog pour essayer. J'avais fait un billet sur mon blog pour essayer d'interpréter cette diagonale, mais c'est ça qui se passe. Quand vous avez des individus que vous ne savez pas classer, vous les tirez au hasard, vous récupérez des courbes qui sont linéaires. Okay. Donc c'est ça que nous raconte aussi ce classifieur, c'est que mon classifieur sous-jacent était non linéaire, et dans ces cas-là, je récupère des courbes qui, elles, deviennent linéaires. D'accord. Donc on a un truc un petit peu tordu sur les courbes ROC, qui sont, quand vous avez un classifieur linéaire, vous avez des courbes ROC qui sont discontinues, qui sont en escalier. Par contre, quand vous avez un classifieur non linéaire, vous allez récupérer des courbes qui, elles, deviennent linéaires. Okay. Je ne veux pas rentrer davantage dans les détails, il y a plein d'articles sur la convexification, par exemple, des courbes ROC. Et voilà. Je vous laisse regarder pour ceux qui sont intéressés, sinon on risque de revenir là-dessus l'année prochaine dans le cours d'analyse multivariée. Okay. Mais ce qu'on observe ici, c'est que mon modèle est moins bon que l'autre. Okay. Si je me ramène à mon AUC était moins élevé que celui qu'on avait auparavant, où on passait un peu plus haut. Okay. Donc on n'est qu'à 70%, donc on voit que le modèle il est effectivement moins bon que celui qu'on avait tracé. Donc l'AUC, il n'est pas basé juste sur un tableau de contingence, il regarde tous les tableaux de contingence et il vous construit une métrique là-dessus. Donc c'est relativement intéressant, je trouve. Donc je vous le fais sur le Titanic, je pourrais illustrer un tout petit peu. Donc je reprends ma base du Titanic, j'enlève les données pour lesquelles je n'ai pas d'âge. Je fais la régression, une régression qui me paraît avoir du sens, c'est-à-dire je prends en compte l'âge des passagers, l'âge des passagers, mais je l'élève avec un polynôme de degré 3. J'ai leur genre, j'ai la classe, et j'ai le fait qu'ils aient ou pas de la famille, en fait, dans le bateau. Et je fais une régression binomiale là-dessus. D'accord. Donc je fais ma régression logistique et je construis la courbe ROC. Donc la courbe ROC, c'est très exactement cette fonction qu'on observe ici. Okay, donc qui me donne un AUC qui est à 86%, donc qui est quand même relativement bon. Donc on est effectivement assez haut dans la partie. Donc on a réussi à bien classer les survivants et les personnes qui ont décédé. Donc cet outil est intéressant. Alors après, il n'est pas
il a des limites. Okay. En particulier, si vous construisez un autre modèle de régression, peut-être que vous allez avoir un classifieur. Alors, je vais faire le cas un peu particulier, qui serait quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'on a, c'est des courbes qui se croisent, et ça, c'est toujours un petit peu gênant, parce que dans ces cas-là, on ne sait pas trop les comparer. Ça revient à dire, sur cette partie-là, mon premier modèle était meilleur. Par contre, sur la deuxième partie, le deuxième modèle peut être meilleur. Okay. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Alors, là aussi, on n'aura pas le temps d'en parler dans ce cours, mais en fait, quand on a plusieurs modèles, la solution qui consiste à dire je vais choisir le meilleur, elle n'est pas forcément pertinente. Et peut-être qu'on peut faire des mélanges de modèles. Okay. Donc ça, c'est des options qui sont possibles, et c'est ce que nous dirait ce genre d'approche. Se dire, il y a peut-être des endroits sur lesquels j'ai intérêt à prendre un modèle et d'autres sur lesquels j'ai intérêt à prendre. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, mais sachez qu'on peut faire ce genre de choses. Okay. Donc on a cette utilisation sur les données du Titanic. Je vais aller un tout petit peu plus loin parce qu'il y a d'autres métriques qui sont utilisées. En particulier, je vais juste parler de la métrique de Kolmogorov-Smirnov. Donc, c'était lié, alors on peut relier ça éventuellement à ce qu'on faisait un tout petit peu quand on parlait de régression de Fisher. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette série de slides. C'est qu'on peut regarder non pas forcément les X conditionnellement et les Y, mais éventuellement on peut se poser la question de comment se comporte mon score, comment se compare ma probabilité conditionnellement à mes X. Okay. C'est que je vais avoir un score, en tout cas un algorithme de classification qui est bon à partir du moment où les personnes qui sont décédées, ou pas, on va revenir sur le Titanic, les personnes qui ont survécu au Titanic, leur score était relativement élevé. Si je mets la proba a été élevée et qu'ils sont effectivement survécus, c'est que mon modèle était bon. Okay. Donc c'est ce qu'on observe là. Donc ici, je vous ai fait les deux courbes. Donc je m'amuse à regarder les deux distributions de mes scores, donc de mes probas P-chapeau. Okay. Donc ce que j'appelle score, c'est la probabilité P-chapeau. Donc je regarde la distribution empirique de mes P-chapeaux quand je me limite aux personnes qui ont survécu. Okay. Et je regarde ici la distribution sur la courbe rouge, la distribution de mes P-chapeaux conditionnellement au fait que les personnes n'avaient pas survécu. Donc on peut le voir peut-être encore mieux sur les histogrammes, c'est que pour les personnes qui ont survécu, on a plutôt un histogramme, une densité qui ressemblera à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les personnes qui effectivement ont survécu, les probabilités sont plutôt assez élevées. Okay. Et si jamais au contraire j'ai des personnes qui sont décédées, dans ces cas-là, on observe que les scores étaient effectivement relativement faibles. Okay, donc là, ça veut dire que mon score, il a du sens. Okay. C'est qu'effectivement, les probabilités sont quelque part liées à mes observations Y. Okay. Donc, on a un score qui est pertinent. Et une métrique qui est utilisée, c'est celle qui est utilisée dans le test de Kolmogorov-Smirnov, qui consiste à dire qu'on va aller chercher le maximum de la distance entre ces deux courbes-là. Okay. Donc ça peut être un indicateur, c'est que si jamais vous avez une valeur qui est très proche de 1, ça veut dire que vous aviez sûrement une courbe qui était comme ça pour la courbe bleue et une courbe qui était comme ça pour la courbe rouge, et effectivement, vous avez un écart qui est très important. Et donc, vous avez vraiment réussi à bien discriminer les deux populations. Ce qu'on essaie de faire ici, fondamentalement. Okay. Donc la distance de Kolmogorov-Smirnov, la statistique KS, est aussi assez utilisée pour juger de la qualité d'un classifieur. Okay. Et juste un petit truc pour terminer, donc sur un petit exemple de classifieur. Donc, pour le moment, on a joué pas mal sur le Titanic, mais en fait, il y a beaucoup d'applications de ces classifieurs. Et je vais juste vous parler de classifieurs sur des images, parce qu'en fait, c'est un exemple assez marrant. Même si, en fait, on va voir que la régression logistique ne marche pas. Donc, c'était aussi une possibilité pour dire qu'il faudra avoir des extensions de ce qu'on fait jusqu'à présent. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que les classifieurs, on en a partout. Y compris sur donc, en l'occurrence, ici, c'est des images manuscrites. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître l'écriture manuscrite, mais en l'occurrence, ce qui se cache derrière ici, c'est une personne qui a fait des 3. Okay, donc, j'ai juste mis des 3 ici. Donc, les 3, on voit qu'ils sont un petit peu différents. Et ça, c'est des choses qui sont utilisées, par exemple, par les postes, okay, pour aller lire un zip code ou des choses comme ça. Donc, c'est d'identifier des lettres et des chiffres. Okay. Et en particulier, on veut, à partir d'un jeu de données, essayer de deviner si jamais ce sont des 0, des 1, des 2, des 3. Donc, en l'occurrence, mon Y, c'est une variable catégorielle qui va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Okay. Donc, techniquement, on a ici un Y qui est ce que j'appellerais une variable factorielle, puisque ça prend des valeurs, ça peut prendre 10 valeurs possibles, qui sont les 10 valeurs des digits, donc des chiffres. Okay. Ici, mon YI, c'est égal à 3. Donc, je mets des guillemets parce qu'encore une fois, ce n'est pas le chiffre 3. Ce que je veux, c'est le classifier. Ça aurait pu être un C, je reconnaîtrai un C. Donc ça, c'est pour ma variable Y. Ma variable X, c'est quoi? Ma variable X, elle est un petit peu tordue parce qu'en fait, on a une image. Okay. Sauf qu'une image, en fait, c'est une matrice. Et une matrice, c'est jamais qu'une concaténation de vecteurs.
Donc en fait, la matrice, elle est cachée un petit peu ici. Donc on le voit parce que si vous regardez attentivement ici, on a 28 valeurs, 28 valeurs. Ok. Chacune des valeurs, en fait, c'est que donc je décompose mon image de manière pixelaire. Ok. Donc en fait, j'ai des valeurs ici qui sont plus ou moins noires dès lors que la personne a écrit. Ok. Donc en fait, les valeurs qui se trouvent dedans, donc ce sont des valeurs qui sont, alors, non pas dans les valeurs 0,1, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas noires ou blanches, en fait, elles ont des niveaux de gris, et un gris, c'est jamais qu'une valeur entre 0 et 1. Okay, donc je suis peut-être à 25%, alors je ne sais plus si c'est 25% de blanc ou 25% de noir, okay, mais j'ai une valeur, chacun des pixels ici a un niveau de gris, donc qui est une valeur entre 0 et 1. Et des pixels, bah, j'en ai 28 fois 28. Donc en fait, on peut très bien voir ce pixel comme étant un très 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 grand vecteur avec 28 multiplié par 28 valeurs, et chacune des valeurs se retrouve avec un niveau de gris. Okay. Donc c'est ça qu'on va essayer d'utiliser pour voir est-ce que je peux faire un classifieur là-dessus. Encore une fois, on est revenu dans un problème qu'on sait traiter. J'ai une variable y, et je me retrouve avec une observation, donc ça va être mon xi, et mon xi, donc c'est une observation. Okay, donc c'est un vecteur en dimension 28 fois 28, c'est-à-dire qu'on fait une régression sur 28 fois 28 variables explicatives. Okay, donc chaque pixel va être une variable explicative. D'accord. Et ce qu'on va se demander, c'est est-ce que le fait d'être, je vais me placer par exemple ici, est-ce que le fait d'être blanc ici me donne de l'information sur le fait qu'on a plutôt un 1, ou plutôt un 2, plutôt un 3, plutôt un 4. Et c'est ça qu'on va essayer de faire par la suite. Donc, pour vous montrer un peu comment ça marche, donc la base que j'utilise, c'est une base qui est assez populaire en apprentissage, qui est la base MNIST, okay, qui contient des milliers d'images. Moi, je vais me limiter à un millier parce que, encore une fois, on est en grande dimension. 28 x 28, c'est relativement grand. Okay. Je vais prendre un millier d'observations. Okay. Et on va essayer de faire un classifieur là-dessus. Donc, N, je vais me limiter aux 1000 premières images qui est dans ma base. Okay. C'est juste que les images sont des concaténations de matrices, et ce que je vais faire, c'est les mettre en tant que vecteurs et les concaténer. Okay. Donc, en fait, je vais me créer cette grosse matrice où ici, j'ai 28 x 28 variables. Okay. Et ici, je vais avoir un millier d'images. Okay, donc chacune des images va se retrouver décomposée dans ce vecteur-là. Okay, puis je vais mettre à côté ma variable y. Donc pour ma variable, je vais stocker son numéro, donc peut-être un 3, peut-être un 4. Okay, donc je vais mettre la valeur à laquelle ça correspond. Donc c'est ça qu'on essaie de faire ici. C'est de faire la régression dans laquelle j'ai ma variable y qui se trouve là, qui est fondamentalement une variable factorielle. Okay, et ici, j'ai ma grosse matrice X qui va contenir les informations des pixels, okay, des différentes images. Ok, donc première étape. Alors, au lieu de faire une régression multinomiale, la régression multinomiale, c'est compliqué, donc je vais juste faire des régressions de Bernoulli et voir est-ce que je peux identifier un 1, un 2, un 3. Et on avait vu qu'en fait, c'est pas stupide, parce qu'en fait, une régression multinomiale, je peux l'avoir comme des régressions logistiques itérées. Okay. Donc, je vais déjà me demander est-ce que c'est un 1. Si jamais ce n'est pas un 1, je pourrais me demander est-ce que c'est un 2. En tout cas, si jamais la probabilité d'être 1 est faible, je vais aller voir si ça a des chances d'être un 2, etc. Donc, je commence par faire ma régression pour savoir si c'est un 1, et je le mets sur toutes les variables explicatives. Donc là, on commence à avoir un petit souci, c'est qu'on nous explique que l'algorithme ne converge pas. Donc, il existe des cas quand même dans lesquels la régression logistique ne converge pas, et ça arrive en fait, je ne vais pas vous dire très souvent, mais ça peut arriver, en tout cas quand on est en grande dimension. Et là, on est en grande dimension, enfin, je remets, on est en dimension 784. Okay, des régressions de dimension 784, on n'avait jamais fait. Okay, pour le moment, on faisait des régressions, genre le Titanic, on avait maximum 10 variables explicatives quand je regardais même chacune des modalités de mes variables factorielles. D'accord ? Donc, on est un peu bloqué parce qu'en fait, on ne peut pas faire. Alors, il existe une petite astuce qui consiste à dire, en fait, on peut réduire la dimension. C'est que ma dimension de mes vecteurs qui était en dimension 784, ben, en fait, je peux la réduire en faisant une ACP. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours d'analyse multivariée, je vous encourage à le suivre, mais sinon, bah, prenez ça comme quelque chose d'un petit peu, comme un petit apéritif pour se distraire. Je fais une ACP, donc je vais projeter le nuage de manière un petit peu intelligente. Donc, au lieu de voir mon nuage en dimension 784, je vais le reprojeter d'une autre manière, toujours en dimension 784. La seule chose, c'est que je vais ordonner mes variables en prenant ce qu'on va appeler les composantes principales. Donc, au lieu d'avoir une composante 1 qui était le premier pixel, composante 2 qui était le deuxième, composante 3 qui était le troisième, je vais faire des combinaisons linéaires de tout ça et récupérer des facteurs qui ont plus de sens. Okay. Donc, c'est ce que je fais ici. Okay. Donc, je fais une ACP
Donc, on va récupérer les facteurs principaux. Okay, et je me limite à 3 facteurs principaux. Donc, en gros, je régresse uniquement sur 3 variables explicatives, okay, qui vont être des combinaisons linéaires des autres. Et peu importe, l'idée, c'est que je peux régresser sur 3. Okay, bah, ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, ces modèles-là, bah, ils marchent quand même relativement bien. Okay, donc là, c'est mon classifieur pour reconnaître les 1. Okay, donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 1000 images, en prenant uniquement 3 dimensions, okay, donc je suis vraiment tout petit, parce qu'encore une fois, je partais de 784, je réduis pour avoir uniquement 3 variables. Ce que je peux observer, c'est qu'avec uniquement 3 variables explicatives, je peux construire un très bon prédicteur, okay, pour classifier des 1. Pour classifier des 8, par contre, j'ai beaucoup plus de mal. Okay, alors, je pense que ça vient du fait que 8, c'est quand même pas loin d'être un 3. Je pourrais aussi voir un 6, je pourrais aussi voir un 9. Enfin, donc 8, je veux bien croire que ce soit plus dur à classer. D'accord, mais on se rend compte que certains, en tout cas, on peut relativement bien les classer. D'accord, donc on observe que mais encore une fois, j'ai uniquement pris 3 variables explicatives. Je pourrais augmenter, peut-être prendre 10 variables explicatives, et dans ces cas-là, je peux vous assurer qu'on peut récupérer un très bon modèle. Donc en fait, la régression logistique, bah, elle est quand même pas si mal que ça. Euh, Peut-être qu'il faut aller un petit cran plus loin, peut-être qu'il faut transformer les variables. C'est ce qu'on a vu tantôt quand on a parlé un petit peu de spline et de polynômes. Donc peut-être qu'il faut transformer les variables qui sont des variables continues. Okay, ici, ce qu'on voit, c'est que peut-être qu'il faut aussi changer l'espace dans lequel on regarde nos données. Okay, ça va être souvent le cas dans le cas des images. D'accord, mais le point sur lequel je veux insister, c'est que la régression logistique, elle est quand même relativement bonne, à condition de la faire correctement. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur tout ce qui a à voir sur la régression logistique, enfin, en tout cas sur la construction de la régression logistique et sur l'interprétation. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. C'est que si vous regardez la sortie de la régression, vous verrez apparaître des informations sur la déviance. Ça nous parle de AIC, ça nous parle de pas mal de choses. Je garde ça pour plus tard parce que je le ferai dans le cas général des modèles GLM. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a pas mal de choses pour pratiquer les modèles GLM et, et commencer à faire des premières analyses. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là pour la partie sur la régression logistique et on se retrouvera bientôt pour la suite qui sera plutôt sur la régression de poisson. À bientôt.